78. Le Sénat a adopté. L'article 44 est supprimé. La privatisation d'Aéroports de Paris a donc été rejetée par les sénateurs à la faveur d'une alliance droite-gauche. Une alliance de circonstances qui n'a pas échappé au ministre de l'économie. La recomposition politique française nous réserve encore bien des surprises. Avec la vente d'ADP pour une durée de 70 ans, l'État espérait 8 milliards d'euros. Une somme qui aurait dû alimenter un fonds pour l'innovation à hauteur de 250 millions d'euros par an via un placement boursier. Un raisonnement économique illusoire pour les communistes. S'il n'y a aucun krach financier, aucune chute de courbe, alors si vous connaissez un produit qui va nous rapporter sur les 70 prochaines années 2,5%, je vous confie mon PEL. D'autant qu'ADP rapporte aujourd'hui près de 180 millions d'euros par an à l'État, avec des perspectives en hausse pour l'avenir. Alors pourquoi vendre, s'interroge la droite sénatoriale. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques. Je comprends. Franchement, c'est une entreprise stratégique qui fonctionne, gardez-la. Pour les socialistes, c'est un État mal en point qui cherche de l'argent quitte à répéter des erreurs comme la privatisation des autoroutes. S'il n'y avait pas d'exemple dans le passé, on pourrait vous excuser et croire à l'inexpérience, mais il y a cet exemple de ces autoroutes dont beaucoup aujourd'hui contestent la pertinence de la privatisation. Pour le gouvernement, le salut passera peut-être par l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot en commission mixte paritaire, aux grandes dames du Sénat. Voilà, et avant d'en parler avec mes invités, on va prendre la direction de la séance où Alexandre Poussard suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Alexandre, les débats continuent et cet après-midi, c'est sur la question d'Engie que les sénateurs ont eu à se prononcer. Et oui Delphine, et la majorité sénatoriale de droite et du centre a voté une dernière étape avant une éventuelle privatisation complète d'Engie, anciennement Gaz de France. Alors aujourd'hui, l'État possède un tiers du capital de l'entreprise, ce qui représente à peu près 7 milliards d'euros. Mais ce texte, la loi Pacte, supprime l'obligation pour l'État de détenir un minimum d'actions dans cette entreprise, ce qui rend possible donc une privatisation complète du groupe gazier. Alors sur cette question, il n'y a pas eu d'union sacrée entre la droite et la gauche, comme c'était le cas hier soir contre la privatisation de la société Aéroports de Paris. La gauche était seule à s'opposer à cette nouvelle étape dans le désengagement de l'État, un désengagement qui avait commencé en 2005 avec Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, et le sénateur communiste Fabien Gay a rappelé cet épisode. À l'époque, le ministre, c'était Nicolas Sarkozy, nous disait nous allons ouvrir au privé, mais jamais, jamais l'État ne quittera l'entreprise, jamais, et nos titres sont incessibles. Arrêtez de faire peur, arrêtez de faire peur. Il y aura jamais de privatisation devant l'Assemblée nationale. Et voilà, monsieur le ministre, 14 ans après, vous venez finir le travail initié par Nicolas Sarkozy. Et ce débat sur Engie a fait écho à la réforme de la SNCF au printemps 2018 et à l'ouverture à la concurrence du rail. Et dans ce débat, la ministre des Transports à l'époque, Elisabeth Borne, garantissait aussi que les titres de la SNCF, entreprise publique, resteraient incessibles pour rassurer ceux qui craignaient une future privatisation. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions. On revient maintenant à cette question des privatisations d'Aéroports de Paris. Pourquoi le Sénat a-t-il dit non? On vous explique tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédérique Espagnac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Olivier Henno est également avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Nord. Richard Yung est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur La République En Marche, vous représentez les Français établis hors de France. Et puis Arnaud Bazin est également avec nous. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Val d'Oise. Première question pour vous, Frédérique Espagnac, puisqu'on a vu ce large front assez inédit, droite et gauche, main dans la main, contre cette question de la privatisation d'Aéroports de Paris, mais aussi de la Française des Jeux. Est-ce qu'il y avait une réelle atteinte à la souveraineté de la France? Oui, mais je crois que si au-delà des clivages politiques, certains diront politiciens, moi je dirais politique, justement il y a une concordance et je crois qu'il y a aussi, on va dire, le vécu. On a parlé tout à l'heure des autoroutes, on peut parler des privatisations de l'aéroport notamment de Toulouse, le vécu, ce qui est en train de se passer notamment avec les investisseurs chinois. Il faut se dire les choses aujourd'hui, les infrastructures
Et Aéroports de Paris est une entreprise, enfin en tout cas aujourd'hui, stratégique pour l'État français. Et je rappelle aussi qu'il y a lié à cela tous les investissements d'aménagement du territoire sur la zone, et il y a aussi l'avenir d'une compagnie aérienne qui nous est tous chère, qui s'appelle Air France. Et donc au-delà en tout cas de la porte d'entrée de cette frontière potentiellement de la France, je crois que c'est aussi l'avenir stratégique du territoire. Comme l'a dit M. Carucci tout à l'heure, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Et quand on voit potentiellement ce qui est en train de se passer à Toulouse, on a vidé les réserves d'investissement, on revend avec de la plus-value, et en aucun cas on tire la parole donnée des investissements. Donc je crois que c'est aussi ça le risque, et donc c'est pour ça que et la droite et la gauche s'est retrouvées, tout simplement parce qu'on a aussi le vécu. On a parlé tout à l'heure des autoroutes, il faut regarder ce qui se passe, et donc je crois que c'était logique en tout cas qu'on s'y oppose, de la même façon sur la Française des Jeux. Je regrette un peu sur Engie qu'on n'ait pas eu la même position, mais en tout cas, je pense que chacun autour de sa table posera les choses. C'est un peu surprenant pour la droite de s'opposer à une privatisation. Je crois que chacun a voté en conscience, tout simplement. Il n'y a pas de question de front uni particulièrement contre qui que ce soit. Simplement, un dossier nous est soumis. Je remarque d'ailleurs en premier qu'une affaire aussi énorme fait l'objet de 4 articles. Dans un projet de loi fourre-tout, il y en avait initialement plus de 70 et 200 à la sortie de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas sérieux. Et c'est un dossier qui mérite d'être approfondi. Ensuite, c'est un dossier qui est malvenu en ce moment parce que actuellement, dans le Val d'Oise et dans les autres départements limitrophes de Roissy, il y a un dossier pour la construction d'une quatrième aérogare avec en potentiel une croissance du trafic aérien de 72 millions de passagers en 2017 à Roissy à 110, 120, voire 140 d'après ce qu'on nous a dit hier. C'est pas du tout anodin pour les personnes qui vivent à proximité de l'aéroport, qui sont en grande partie d'ailleurs dans le Val d'Oise pour les plus concernés. Donc au moment où on a cette concertation qui va être difficile, qui est compliquée, on va falloir arbitrer entre l'intérêt général du développement économique mais aussi le respect des riverains, mettre une privatisation en 4 articles dans une aussi grosse loi en même temps, c'est pas sérieux. Richard Ljungé, pourtant, l'État a besoin de cet argent pour financer notamment un fonds pour l'innovation. L'État en a besoin pour 2 choses. Le fonds dont vous avez parlé, vous avez évoqué 10 milliards, 250 par an, sur ce qu'on appelle maintenant les innovations de rupture. C'est un nouveau terme qui veut dire les technologies les plus nouvelles. Et c'est vrai que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là, la voiture intelligente, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais l'État en a besoin, et Aéroports de Paris aussi en a besoin, pour développer ses investissements, pour financer ses investissements. Et l'État, qui est à 50 et quelques % à l'intérieur de 50,6, la moitié, on va dire, à l'intérieur de ADP, n'a pas les moyens de faire face aux investissements énormes qui sont demandés. Voilà, donc il faut... D'ailleurs, je constate quand même... Je constate quand même que l'ouverture du capital d'Aéroports de Paris s'est fait au moins en 4 étapes depuis le gouvernement Jospin, par tranche. Jospin, Villepin... Justement, Richard Ljungé, puisque vous en parlez, voilà. Ça a été la réponse de Bruno Le Maire. Je vais vous faire réagir, Olivier No. Mais avant ça, écoutez, Bruno Le Maire, c'était hier soir en séance, il a réagi justement à ces précédentes privatisations, que ce soit sous le gouvernement Jospin comme dans le programme de François Fillon. Écoutez. Entendre Mme Lienemann tout feu, tout flamme contre les privatisations, alors qu'elle a participé à un gouvernement qui était celui qui a le plus privatisé depuis 30 ans, y compris des actifs stratégiques, ça ne manque pas de sel. Il me semble que lorsque M. Jospin était Premier ministre, vous ne défendiez pas avec autant d'ardeur le refus des privatisations. Il est assez piquant aussi de voir certains sénateurs des Républicains, pas tous, certains ont des questions, d'autres sont plus péremptoires, dénoncer avec autant de vigueur les privatisations. Je rappellerai juste une citation. Il faut reprendre les privatisations et que l'État reprenne des capitaux immobilisés dans des entreprises commerciales où il a gardé des participations, qu'on récupère cet argent et qu'on investisse. C'était François Fillon, c'était en 2016 et c'était son programme pour les présidentielles. Dans le fond, le seul cohérent dans cette affaire, c'est M. Gay. Et je veux dire à M. Gay que je serai heureux, s'il me le confie, de gérer son PEL.
Voilà. Ce matin, il a été plus loin, il a dit qu'il allait adhérer au Parti communiste français. Au-delà du trait d'humour du ministre, Olivier Henno, on entend quand même ces arguments. Il y a eu quand même une vague de privatisation et on est dans la continuité finalement. Alors, le groupe UC-UDI a voté pour, hein, parce que pour nous, c'est pas un dogme. Je le dis un peu aux collègues, j'ai remarqué que quand on était dans la majorité, on était souvent favorable aux privatisations, et quand on est dans l'opposition, on y est souvent opposé. Bon, c'est une jurisprudence constante. La question n'est pas le dogme. S'il suffisait qu'une entreprise reste publique pour que la qualité du service rendu, la qualité du service public soit excellent, ça se saurait. On est élus locaux, là, on a l'occasion de voir que parfois, il y a des DSP qui ont des services publics de qualité. Et donc, nous, il nous a semblé que du point de vue de la régulation, du point de vue des assurances qui étaient données, du point de vue de donner à l'aéroport de Paris une dimension nouvelle, de moderniser ce qui doit être modernisé, eh bien, stratégiquement, c'était opportun. Et enfin, un point de vue plus stratégique lui-même, je pense que, à notre époque, penser que les questions de stratégie et de régulation ne se jouent que par la nationalisation ou que par des entreprises publiques me semble dépassées. La question, et d'ailleurs c'est pour ça que le débat d'Alstom est extrêmement intéressant et c'est pour ça que ça nous heurte beaucoup, c'est à ce moment-là d'imaginer une stratégie européenne et une maîtrise de cette question européenne. Autrement, il me semble que à l'échelle nationale, par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, par rapport aux États-Unis, nous sommes maintenant trop petits pour peser. Et que si on veut retrouver de la souveraineté, parce que ça c'est un débat intéressant, eh bien on la retrouve à l'échelle européenne. Frédérique Espagnac. Et je vais peut-être rebondir sur la question de la souveraineté. Aujourd'hui, les Chinois sont sur un plan d'action qui s'appelle Chine 2020, Chine 2030, où justement ils récupèrent tous leurs actifs justement sur en tout cas les filières stratégiques et notamment les déplacements, notamment les aéroports. Je pense que c'est pas hasard. Alors que nous, en ce moment, paradoxalement, l'État les vend. Moi, j'ai envie de rappeler aux uns et aux autres la question, je crois, si on s'est retrouvés tous les deux, par exemple, sur ce vote-là, c'est pas une question de dogme. Quand j'entends que l'État ne pouvait pas investir, on va être d'accord, on est quand même surpris, on ne peut pas laisser entendre ça. Quand potentiellement, aujourd'hui, tout ce qui a été dit, j'entends tout à l'heure, c'est les mêmes arguments qu'on a entendus sur les autoroutes, c'est les mêmes arguments qu'on a entendus à l'époque sur l'aéroport de Toulouse. Vraiment, sur l'investissement aujourd'hui des aéroports, juste ceci, les 50 plus importants aéroports, les 5 premiers, on va dire aujourd'hui, sont tous gérés par les États. Et justement, c'est pas un hasard. Si ces choix stratégiques ont été opérés. Ce n'est pas une privatisation sèche, a rappelé Bruno Le Maire. C'est une délégation de services publics de 70 ans, et je l'ai dit à la tribune, l'État va pouvoir reprendre possession de la totalité de ses actifs. Dans le plus grand respect des acteurs des uns et des autres, c'est les mot pour mot ce qu'Emmanuel Macron avait dit à l'époque de la privatisation de Toulouse. On en voit le résultat aujourd'hui. C'est mot pour mot ce qui avait été dit à l'époque sur les autoroutes. Donc faisons attention. La question n'est pas de faire peur aux Français ou pas. La question aujourd'hui est de se dire c'est un enjeu majeur. Le fonds d'investissement, on a vu que les dividendes auraient suffi potentiellement à le financer. Donc pourquoi se dessaisir alors qu'on sait très bien, on peut comprendre. Moi j'ai juste envie de dire ceci. Ça va aussi servir à désendetter l'État, certainement. On a bien compris que les annonces qui ont été faites pour le pouvoir d'achat des Français demandent à être financées. Mais pour autant, c'est du court-termisme, alors que c'est potentiellement des ressources pour les Français sur le moyen et sur le long terme. Donc l'État doit être stratège de ce point de vue-là en termes d'investissement également. Oui. Moi, je voulais simplement dire que j'aborde tous ces dossiers-là avec un pragmatisme total, comme je l'ai fait en étant élu local, où j'ai repris en régie des services qui étaient délégués. J'ai parfois fait le contraire, j'ai privatisé. Chaque dossier se regarde, en effet, à l'aune de l'intérêt de la collectivité qu'on gère. Là-dessus, il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas de dogme. Ensuite, ce que je voulais aussi préciser, c'est que lors de son audition devant la commission spéciale, Augustin de Romanet, président d'Aéroports de Paris, nous a dit, et je répète pratiquement mot pour mot ce qu'il a dit, que la société Aéroports de Paris dégageait tout le cash flow nécessaire à son développement et qu'il n'était en rien nécessaire d'avoir recours à la privatisation pour financer son avenir. Donc déjà, ce sujet-là est complètement évacué. Et puis une dernière chose, très rapidement, sur le fameux fonds des 10 milliards qui doivent produire 250 millions. Il ne faut pas perdre de vue que, d'une part, en effet, les dividendes permettent déjà d'arriver à ça en gardant l'actif, et que, d'autre part, les 10 milliards, au terme d'un certain nombre d'années, ne vaudront plus grand-chose du fait de l'inflation. Donc,
tout simplement, c'est une mauvaise affaire financière avant toute chose. À quoi va servir cette opération, Richard Yung? On a du mal à y voir clair, finalement. Les 10 milliards, ils seront, j'espère, gérés de façon sage et efficace par le Trésor. C'est ce qu'a dit le ministre. Et il est possible de trouver 2,5-3% sur le marché, surtout quand on est le Trésor. Évidemment, nous abordons tous ces questions-là de façon assez empirique. On voit bien d'ailleurs, certains sont tout à fait hostiles à la privatisation de ADP. Hostile à la Française des Jeux, j'ai un peu plus de mal à comprendre parce que l'aspect stratégique de la Française des Jeux, à partir du moment où elle continue à être la machine à ramasser la fiscalité, ce qu'elle est, et qu'elle est ouverte aux 20 000 buralistes, me paraît pas un problème majeur. Et par contre, sur Engie, au contraire... sauf pour le groupe communiste d'ailleurs. Les socialistes, excuse-moi, nous on a voté aussi contre la privatisation. Voilà, on est cohérents. Donc vous êtes contre tout, mais non, on est juste cohérents. Heureusement, le Sénat comporte un certain nombre de groupes qui sont un peu plus empiriques, comme vous l'avez dit. Pragmatiques. Olivier, voilà. Oui. Nous y croyons au fonds d'innovation. La réalité, chers collègues, c'est que tout de même, on a un État extrêmement endetté. On a un État qui a mal maîtrisé sa dépense publique, c'est une réalité. En revanche, c'est pas parce qu'on dit privatisation qu'on accepte l'idée de ne pas être dans une logique de stratégie. Moi, par exemple, je serais assez favorable à faire ce qui se passe en Asie à l'échelle européenne, interdire des capitaux européens à plus des capitaux non européens à plus de 50% dans des entreprises stratégiques. D'ailleurs, on a déposé un amendement dans ce sens, qui va être discuté, qui vient là, parce que ça me semble opportun. Mais enfin, tout de même, franchement, je redis ce que je dis, y compris au groupe socialiste. Quand vous avez été au gouvernement, et je le dis sans polémique, vous n'étiez pas aussi regardant. Oui, peut-être vous, mais enfin, si ce n'est pas vous, c'est donc vous. On est d'accord. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, mes votes ont été cohérents. Mais enfin, tout de même, franchement, quand vous étiez au gouvernement, vous avez été extrêmement favorable aux privatisations. Donc, la question n'est pas le dogme lui-même. La question, c'est la question de la régulation. La question, c'est du respect des engagements. Et la question, c'est les capitaux qui vont être en charge et la gouvernance de cet aéroport de Paris. Et puis, Bruno Le Maire l'a rappelé, c'est vrai que l'État n'a pas 100% d'actifs, il a 50,6%, donc il y a 49,4% qui sont aux actionnaires. L'État ne fait déjà plus la pluie et le beau temps. Frédérique Espagnac. Non, mais en fait, en tout cas, l'État a un droit de regard certain, avec plus de 50%. À ce jour, il le perd. J'ai envie de revenir quand même sur les questions dogmatiques. Je vous rappelle quand même qu'au-delà d'Engie, c'est la libéralisation des prix du gaz. C'est dans la période actuelle où on parle du pouvoir d'achat des Français et du quotidien, quand on va libéraliser le prix du gaz avec les conséquences que ça va avoir dans le quotidien pour l'électricité et autres, ça va avoir des conséquences. Tout à l'heure, j'entendais aussi sur... Ah non, mais c'est pas parce qu'on libéralise et qu'on privatise qu'on libéralise le prix. Les deux choses sont de nature différente. Pas si différentes que ça, on peut très bien, quand je parlais de régulation, c'est ça que je voulais dire. Écoutez, la moindre des choses, allez-y, Frédérique Espagnac, vous avez la parole. La deuxième chose, et vous l'avez tous constaté, c'est qu'aujourd'hui, le désengagement d'Engie, en tout cas, avec sur les territoires, potentiellement, un certain nombre de licenciements avec des activités qui se font, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée, avec des opérateurs. Il y a plus de 3000 aujourd'hui emplois qui ont été sacrifiés. Et on va continuer. Donc faisons attention à ce qu'on fait, parce que tout ça a des conséquences sur nos territoires, et faisons pas semblant que ça n'en a pas. La troisième chose, c'est sur la Française des Jeux. Aménagement du territoire. Aujourd'hui, tous les petits commerces aujourd'hui que nous arrivons à préserver y contribuent. Le sport, le financement de tous les investissements sportifs, alors qu'aujourd'hui, les crédits financiers dans les communes, dans les collectivités baissent pour le sport, c'est aussi grâce à la Française des Jeux. Donc il faut aussi dire ça. Il faut être honnête avec ça. Et là, je ne vous entends pas le dire aujourd'hui. Donc la question n'est pas un dogme. La question, c'est l'engagement et les conséquences des choix que nous faisons sur chacun de nos territoires. Et nous sommes les uns et les autres défenseurs de nos territoires. Arnaud Bazin, vous souhaitiez réagir, je vous donnerai la parole. Richard Yung. Petite chose très rapidement sur la question de l'endettement, puisque une des raisons de la vente d'ADP, c'est de participer à hauteur de 10 milliards au désendettement. J'ai dit à monsieur le ministre de l'économie et des finances hier soir que quand on présente un budget en déséquilibre de 100 milliards d'euros, que le président de la République en rajoute 10 à 12 en 13 minutes un soir de décembre, on peut honnêtement pas parler de désendettement alors qu'on en a mis 110 d'un côté, qu'on prétend en retirer 10 de l'autre. C'est juste pas sérieux. Et puis sur la Française des Jeux, parce que c'est quand même un sujet important,
il y a une vraie inquiétude, et c'est pour ça que la Commission a pris cette décision de s'opposer à cette privatisation, autour des questions d'addiction au jeu, en ouvrant une porte à la diffusion de jeux de hasard, peut-être au plus proche des habitants des quartiers, où on sait bien que cette tentation est permanente et qu'elle induit des difficultés de fonctionnement dans les familles, des drames humains parfois. Donc que l'État, en plus de sa régulation, garde vraiment la main sur cette question où le commerce ne doit pas intervenir plus qu'il ne le fait déjà, franchement, je pense que ce n'est pas une question de gauche, de droite, c'est juste une question de protection des populations. Elle a été prise en compte, Richard Yung, cette dimension humaine, d'addiction potentielle au jeu. La remarque est un peu paradoxale parce qu'aujourd'hui, ce que vous décrivez se fait justement avec un actionnariat majoritaire de l'État. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire pire. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça soit pire. Il y a des risques. Je mets mon espoir. L'État a pris des décisions quand il a fallu retirer un certain nombre de espoir jours. dans l'ouverture du capital aux buralistes. Il y a plus de 20 000 buralistes. Nous nous étions battus pour eux sur les problèmes du tabac et du paquet dit neutre, vous vous rappelez, peut-être, à cette époque-là. Et on avait réussi en partie à les préserver. Et il faut aussi les préserver sur les jeux. Et je pense que le fait qu'ils deviennent eux-mêmes actionnaires, non pas salariés, mais travailleurs de l'entreprise, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut défendre ce projet-là. Et le risque d'avoir des machines à sous dans les distributions de tabac, ça vous paraît pas dangereux ? De toute façon, c'est pas le fait que moi, je n'aime pas l'idée fausse, mais très franchement, penser qu'il n'y a pas d'addiction au jeu, tant que les entreprises restent des entreprises publiques, il suffit d'aller dans les hôpitaux psychiatriques voir les addicts. Oui, mais sauf que c'est la réalité. Non, c'est pas ce qui a été dit. L'État lui-même que vous n'interrompiez pas, donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez fait, vous, ce n'est pas la même chose. Donc vous êtes en train de le faire aussi. Donc je disais simplement que si vous allez dans des PMU le dimanche, ou même le samedi, ou même dans les courses par course tous les jours, excusez-moi, les addictions au jeu, vous les voyez. Ouais. Donc la question de la régulation est une question tout autre. Elle est grave. Mais enfin, franchement, s'il fallait simplement que les entreprises restent publiques pour qu'il n'y ait pas d'addiction au jeu, ça se saurait, bon sang de bois. Ouais. Frédéric Espagnac, cette question de la régulation elle est importante puisqu'on a souvent cité en exemple dans les antécédents la privatisation des autoroutes. Là, le ministre dit qu'il y aura une révision tous les 5 ans des redevances aéroportuaires. Le contrôle de l'État sera donc beaucoup plus sûr. Vous ne lui faites pas confiance ? C'est pas que je ne lui fais pas confiance, c'est que malheureusement, à l'épreuve des faits, écoutez, à l'épreuve des faits, on est malheureusement obligé de se rendre compte voilà, sur les autoroutes, on a vu ce qui s'est passé. Encore, je parlais tout à l'heure sur la régulation qui devait s'opérer sur, en tout cas, les aéroports, les privatisations d'aéroports. Voilà, Toulouse en est un exemple flagrant et gravissime d'ailleurs, parce que franchement, quand on voit le manque à gagner pour l'État sur un aéroport comme celui-là, ça veut tout dire. Donc, moi, je pense réellement, au-delà de... Je vous rappelle quand même sur la régulation, j'ai envie de dire que l'État a pris des décisions et a sorti un certain nombre de jeux quand on a vu des addictions se développer plus qu'il était normal. C'est un cas particulier, Toulouse, parce qu'il y a d'autres aéroports en France où ça s'est plutôt bien passé, comme par exemple à Nice. Regardez le rapport de la Cour des comptes, il n'est pas si positif que ça, contrairement à ce qui est dit. D'ailleurs, contrairement à ce qu'a dit Monsieur le maire. Donc, si on regarde de près, je crois qu'on a des leçons à en tirer sur chacun d'entre eux. Richard Yung. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nice, d'après ce que j'ai vu, lu, entendu... regarde le rapport de la Cour des comptes, tu verras qu'il n'est pas tout à fait sur cette conclusion-là. Ils sont plutôt satisfaits de cette privatisation. Mais je revenais à la Française des Jeux. C'est vrai que la régulation est compliquée parce qu'il y a plusieurs types de jeux. Il y a les chevaux, il y a le papier, il y a le loto, enfin bon, toutes ces choses-là. Et ce sont des métiers différents. Et je dois dire, probablement, nous n'avons pas été assez clairs sur le type d'autorité de régulation que nous avions en tête de mettre en place pour réguler ces différents. Et il y a évidemment une certaine inquiétude autour de la filière équine qui dépend beaucoup des paris. Oui, Olivier Hénaud. Oui, alors, chers collègues, Toulouse, c'est fait, c'est un gouvernement socialiste, la privatisation. Non, ce n'était pas un gouvernement rappelez-vous. Oui, Valls n'était pas socialiste. Emmanuel Macron n'était pas socialiste à l'époque. Je suis d'accord, on est d'accord. Le Premier ministre et le Président de la République étaient socialistes, me semble-t-il. Donc ça, c'est fait. Moi, je crois vraiment que la question essentielle, d'ailleurs, même quand des entreprises restent publiques, dans tous les domaines, c'est la question de la régulation et c'est la question de l'avenir. La question d'être en capacité de prévoir l'avenir, d'investir pour l'avenir. Voilà, c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Oui. Arnaud Bazin, est-ce que le gouvernement va entendre la voix du Sénat
On parlait de cette alliance inédite. Le texte tel qu'il est repassera à l'Assemblée nationale. Vous espérez un changement de la part du gouvernement ? Juste un mot sur la régulation très très rapidement. Il vaut mieux une régulation forte qu'une régulation faible. On est bien d'accord. Cependant, quand il y a un contrat de délégation de service public, on observe, c'est juste un constat, que le délégataire est en position de faiblesse le délégant est en position de faiblesse par rapport à son délégataire. C'est constant, parce que c'est lui qui porte après le service, l'image auprès des populations, etc. Bon, en ce qui concerne l'avenir de notre vote, écoutez, moi je suis sans grande illusion, parce que jusque-là, le gouvernement nous a traités avec le plus grand mépris. Il a les moyens de faire timbrer son papier à l'Assemblée nationale. Je crains fort qu'il le fasse. J'espère qu'il gardera au moins quelques éléments d'amélioration de la régulation que nous avons introduits, parce que ce soit un ADP privé ou public, la régulation est de première importance. Mais on fait quelques progrès en la matière. J'espère qu'au moins il prendra ça. Pour le reste, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Frédérique Espagnac. Je pense que peut-être qu'il y a pour le coup, sur lesquels on pourrait peut-être se mettre d'accord les uns et les autres. Ce qui nous a manqué aussi, il faut se le dire, sur ces dossiers, tel que cela a été dit notamment sur l'ADP, mais pas que, c'est que tous les cahiers des charges, toutes les conditions potentiellement que nous aurions dû étudier sur la cession potentiellement, les cessions de ces actifs, on l'a pas eu. Ou à la dernière minute, avec que les rapporteurs qui ont pu voir, par exemple, sur ADP, le cahier des charges. Donc ça, c'est pas tenable sur des enjeux financiers tels, sur un engagement de l'État et même sur la question libérale, sur les conséquences financières. Il n'est pas possible que le Parlement donne un avis, et c'est même une question qu'il faut qu'on se pose, sans avoir eu au préalable le cahier des charges qui permettait aux uns et aux autres clairement de voir si les sécurités étaient là ou pas. C'est ce qui nous a manqué, il faut se le dire. Il y a eu des problèmes d'études d'impact, Olivier Henno, dans la préparation de ce texte. Il y a quand même une commission spéciale ici au Sénat. Oui. Et alors je pense que sur la méthode, on peut toujours faire mieux. C'est vrai que ce texte, les bonnes intentions de ce texte sont réelles. Il s'agit d'augmenter la croissance, de simplifier. Et au fond, on est tous d'accord depuis longtemps sur ces questions. Après, c'est vrai que le texte lui-même multiplie les articles et que ça complexifie la possibilité d'approfondir le débat. Sur la méthode, on pourrait faire mieux, je le reconnais. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut signifier ça au gouvernement. Oui. Richard Yung, il y a eu un problème de méthode. Je rappelle que l'élaboration du texte a commencé au mois de novembre, même octobre, si ma mémoire est bonne, avec des consultations tout azimut de tous les corps constitués, de tous les syndicats, etc., qui a eu ensuite, fin janvier, une plateforme ouverte à Bercy où chacun pouvait déposer ses observations. Et il y a eu, je crois, 60 000 observations déposées. Voilà. Donc, on a l'impression que le texte, tout d'un coup, tombe de l'Olympe. C'est pas tout à fait mon sentiment. Il a été largement discuté. Ceci dit, maintenant, la prochaine étape, c'est la CMP, la commission mixte paritaire. Vous êtes peu convaincant, chers collègues. Même mon collègue est d'accord. Franchement, non, mais moi, je fais pas partie de la majorité. Le Sénat envoie au gouvernement et à l'Assemblée, en fait, n'est pas très encourageant. Vous dites, on refuse la privatisation, non, on refuse le fonds. Mais si vous prenez des petits trucs, alors là, on sera content. Non, je crois, c'est pas comme ça que ça marche. La question qui se pose, c'est ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce qui a été dit, et potentiellement après, je laisse la parole à mes collègues. Écoutez, je crois que si on quel que soit, en tout cas, si on est quand même un peu objectif sur ces bancs, quelles que soient les alertes que le Sénat a fait ces derniers mois, à chaque fois, on a souvent eu raison d'alerter le gouvernement. Et j'ai tendance à penser que s'il nous avait écoutés sur un certain nombre de points, notamment sur le prix du gazole ou d'autres, sur les taxes et d'autres, je pense que les choses se seraient passées différemment. De la même façon, la question n'est pas d'être dans un bras de fer avec le gouvernement ou pas. La question, c'est d'alerter. Si à un moment donné, on arrive à se retrouver avec des partis politiques différents, c'est pas question de dogmatique. Je crois qu'ici, au Sénat, les uns et les autres, on est pragmatiques. La question, c'est de se dire, est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui pour les Français et pour notre pays de vendre ADP ? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Non. Et c'est en ça que nous alertons. Après, le gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale. On n'est pas dupes. On espère en tout cas que certaines choses en tout cas, peuvent changer, notamment sur le cahier des charges. Juste une petite remarque finale. C'est d'autant plus dommage qu'il y a plein d'autres choses que moi je trouve très positives dans ce texte. Mais c'est pour ça qu'il faut le dire aussi. Il y a des choses sur lesquelles on a parlé sur Public Sénat. Merci Richard Yung, merci à vous Olivier Henno, merci Frédérique Espagnac, merci Arnaud Bazin d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse d'ailleurs regagner l'hémicycle puisque la séance autour de ce projet de loi Pacte continue. Et les questions d'économie